Je ne suis pas déguisé, je suis logoté Ryder Cup. Pourquoi ? Parce que dans moins de 2 ans va se dérouler au Golf National et Guyancourt l'un des événements sportifs les plus importants au monde, la Ryder Cup. La Ryder Cup, c'est une compétition de golf qui oppose les Européens et les Américains et c'est à la télévision le 3e événement le plus regardé après la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Voilà pourquoi, en attendant cet événement, nous vous proposerons chaque mois un magazine consacré au golf qui s'adresse naturellement à ceux qui pratiquent ce sport mais aussi à ceux qui veulent le découvrir et ça s'appelle Par 78. Au sommaire de cette émission, l'invité Arnaud Courtier, directeur général de la Fédération française de cyclisme. La découverte, le golf de l'Aboudi, celui du Racing Club de France. Témoignage de Philippe François, après un grave accident, il s'est reconstruit grâce au golf. Comment s'équiper dans le froid et la pluie. Et enfin, comme chaque mois, le conseil des champions. L'invité de ce numéro 2 de Par 78 est un sportif et c'est un très bon golfeur, mais c'est surtout le directeur général de la Fédération française de cyclisme. Il s'appelle Arnaud Courtier. Arnaud Courtier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de la Fédération française de cyclisme. Exactement. Donc on va parler de golf, mais d'abord de vélo. D'abord vous sortez d'un championnat d'Europe qui s'est déroulé au Vélodrome de Saint-Quentin, qui a été un gros succès populaire et puis gros succès aussi pour les Français. Oui, un gros succès à tous les niveaux. Un succès d'abord organisationnel. Les équipes ont livré un très très bel événement. On avait une trentaine de pays européens présents pour cette compétition. Les Français ont montré qu'ils étaient là. La jeune génération, ceux qui sont déjà en piste pour Tokyo 2020, des belles médailles, des médailles d'or, des titres de champion d'Europe. Et ça, c'est vraiment pour nous la plus belle des réussites. Vous parlez déjà de Tokyo 2020, c'est-à-dire des Jeux Olympiques. Il faut dire que voilà, les Jeux Olympiques n'avaient eux pas été tout à fait à la hauteur de vos espérances. Oui, les Jeux Olympiques de Rio n'ont pas été à la hauteur de nos espérances, mais effectivement on travaille d'Olympiade en Olympiade, donc on est déjà tourné sur la prochaine. Alors malgré tout, une très très bonne saison pour les équipes de France dans toutes les disciplines, voilà. Parce que quand on parle de vélo, il ne faut pas oublier qu'on parle de route, mais on parle aussi de cyclocross, de piste, de BMX, de VTT. On a des grands champions et des grands champions en devenir, donc on a toutes les raisons d'être confiants pour l'avenir. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Rio, mais si on regarde toute l'année, elle est très favorable aux équipes français. Elle est très favorable. Nous terminons l'année premier au classement des médailles de l'Union européenne de cyclisme. Donc devant la les France, Anglais. Devant tout le monde, tout simplement. C'est bien. Oui, c'est bien. Oui. Alors ça fait combien de temps que vous êtes directeur? Un peu plus d'un an? Ça fait 2 ans ça fait que même j'ai pris la direction. Le temps passe vite. Fait, oui. le vélo est arrivé comment dans votre vie? Alors le vélo est arrivé dans ma vie par une rencontre que je dois au golf. Je suis golfeur aussi. Oui. J'avais eu le plaisir de rencontrer un grand cycliste en la personne de Laurent Fignon. Ah oui. Et de sympathiser avec lui. Il jouait beaucoup au golf. Voilà, il jouait beaucoup au golf. J'ai ouais. eu le plaisir et l'honneur de faire quelques parcours de golf avec lui. Et c'est ce qui m'a permis aussi de découvrir le vélo, tout simplement. Il y a une rue qui a été inaugurée à son nom, non? Exactement, pendant les championnats d'Europe, avec le maire de Montigny-le-Bretonneux, présidente de Saint-Quentin-en-Yvelines, et Valérie Fignon, la veuve de Laurent, nous avons inauguré la rue Laurent Fignon, puisque la fédération au Vélodrome, et le siège est implanté au 1 rue Laurent Fignon. Ça consiste en quoi, le directeur général de la fédération? Ça consiste à gérer tout ce que les autres ne veulent pas faire, je plaisante bien sûr. Non, ça consiste dans la gestion globale de la fédération comme une entreprise, la partie comptable, la partie juridique, la communication, le marketing, l'organisation de tous les événements. Ils sont très très nombreux en France, organisés par la fédération ou encadrés par la fédération avec des organisateurs privés. Donc on est une petite PME d'un peu plus de 40 salariés qui toute l'année s'attache à faire en sorte que le vélo fonctionne en France. Et tout est fait pour qu'on découvre, on vous prête le vélo. Tout le monde peut venir, on s'inscrit au Vélodrome National ou sur le site internet, il y a des baptêmes, on vient, on est encadré par un pro, c'est vraiment très très sécurisé et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'avantage de la piste, c'est qu'on n'est pas embêté par la pluie, on n'est pas embêté par les voitures, on est indoor, on peut le faire de jour, de nuit, on peut le faire tout le temps. Et le golf alors, comment vous l'avez découvert?
Le golf, j'ai découvert par hasard. Je ne suis pas du tout issu d'une famille de golfeurs. C'est au lycée, j'avais un camarade qui était un golfeur amateur de haut niveau à l'époque, qui s'appelle Fabrice Tarnot. Ah oui. Voilà, il est devenu pro, puis coach par la suite, un grand joueur. Fabrice joue au golf et m'a fait découvrir ce sport merveilleux qui ne m'a plus jamais quitté. Donc vous avez beaucoup joué, là je pense que maintenant avec le boulot c'est un peu plus compliqué. Oui, j'ai pas mal joué, mais effectivement aujourd'hui c'est difficile, mais j'essaye, on n'est pas loin du golf national, j'essaye de temps en temps de venir taper quelques balles ou de faire un parcours avec des amis. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous apporte au fond le golf? Le golf ça m'apporte... C'est un peu comme le vélo, non ou pas? Oui, il y a des... Voilà, on est un peu des points communs. Parfois. Il y a des points communs. Le premier des points communs entre le vélo et le golf, c'est que ce sont dans les deux cas le sport d'une vie. On peut commencer très petit, très jeune, et on peut pratiquer très longtemps. Il y a beaucoup de sports où on doit s'arrêter à un certain âge. Le golf, le vélo, on peut continuer tout le temps. Ça, c'est merveilleux. Ça fait partie de ces sports aussi où on peut recréer la cellule familiale en dehors du foyer. On peut venir jouer en famille, on peut rouler en famille sans problème d'âge parce qu'on fait ensemble et pas contre, comme dans des sports d'opposition. Donc ça, ce sont des belles valeurs. Et puis c'est une évasion, un parcours de golf, c'est magnifique. Ils sont tous différents. C'est une forme de tourisme quelque part. Et ça, c'est agréable. Et puis je crois que c'est le seul endroit où j'éteins mon téléphone portable. En fait. C'est vrai. Ce qu'on va faire maintenant, si vous êtes d'accord, vous allez taper quelques balles et puis Sébastien Rusquier, qui est un pro, un très bon pro, il va vous regarder et puis il va dire peut-être, je sais que vous jouez très bien, mais peut-être qu'on peut quand même améliorer 2 ou 3 choses. Alors très, très bien, c'est relatif, mais il y a certainement des choses à améliorer. J'espère justement qu'il va trouver, qu'il va m'aider à améliorer mon swing. Bon Sébastien, vous avez bien regardé le swing d'Arnaud. Alors, tout à fait, le diagnostic. Donc il me disait qu'il avait des petits problèmes de contact parfois, un peu de difficulté à contrôler ses trajectoires. Et c'est vrai qu'au vu de son swing, on a pu se rendre compte qu'effectivement il a un petit problème de posture, de placement de départ qui ne lui permettait pas d'être stable pendant tout le mouvement. Il avait les genoux un petit peu en X, on a réécarté un petit peu les genoux en lui demandant qu'il soit moins incliné vers l'avant simplement, de manière à ce qu'il ait un peu plus de maintien et de stabilité avec le bas du corps. Voilà, tout simplement, ce qui lui a permis en fait, bon ça je n'ai pas forcément décrit tout ça au moment où on est intervenu, mais ce qui lui a permis de décrire le souhait, c'est-à-dire le déplacement latéral excessif qu'il faisait, et du coup qui lui a permis d'améliorer la qualité de son contact. Donc, déjà, ça a une incidence directe sur la longueur qu'on produit. Voilà, on a un meilleur toucher de balle, également sur la direction. Voilà, parce que de temps en temps, il avait tendance à les prendre un peu talon, pointe, avec une légère variation, vu que le club ne revient pas de la même manière. Avec un peu d'effet si on se décale pas. Exactement. Voilà, donc en ajustant très peu de choses et un peu le manche du club à l'adresse qui était un peu trop centré et qu'il fallait replacer comme il doit être au départ, c'est-à-dire un tout petit peu incliné vers l'avant, vraiment très légèrement afin de respecter parfaitement le club. Dans sa position neutre, on est arrivé à améliorer le résultat. Merci beaucoup Sébastien. Grâce à vous, voilà, il va descendre à un chiffre, je pense, cette année. J'espère. Je lui souhaite en tout cas. On va travailler dans ce sens. Merci beaucoup Sébastien. Je vous en prie. Chaque mois, par 78, vous faites découvrir un golf des Yvelines. Pour ce numéro, nous avons choisi un golf mythique, celui du Racing Club de France, le golf de La Boulie, tout près de Versailles. Alors, je suis en compagnie de Jean-Franck Buroux, vous êtes directeur du golf de La Boulie et directeur général du Racing Club de France. Et Claude Rosner, vous êtes secrétaire général du Racing Club de France, membre depuis que vous êtes tout petit. Hein. Alors, je vais parler avec vous d'abord, peut-être de... ce Racing-là, il naît comment? C'est une affaire de lycéens hein, au début. Tout à fait. Le Racing Club de France, en fait, a été créé grâce à un groupe de lycéens du lycée Condorcet, hein, Condorcet à Paris, et qui régulièrement s'entraînaient au footing, au jogging, entre le lycée Condorcet et la gare Saint-Lazare. Puis un jour, ils ont décidé d'aller un petit peu plus loin, donc ils ont pris un train de la gare Saint-Lazare et ils ont atterri à Colombes. Ouais. Et de là, ils ont trouvé un grand champ de patates. Je dis champ de patates, je ne sais pas si c'est vraiment le C'était le cas, oui. Et c'est là où le stade Yves du Manoir de Colombes a été créé grâce à ce groupe de lycéens, je dirais, qui sont en fait les créateurs du Racing Club de France. Alors là, on est à la fin du 19e, hein, à peu près, quoi. 1882, exactement. C'est ça.
Et le golf, alors il a fêté ses 100 ans il n'y a pas très longtemps, parce que c'est 1901. Exact. Le golf du Racing Club de France a été créé en 1901. Il ne s'appelait pas à l'époque Racing Golf Club de Paris. Golf de Paris, tout à fait. Donc ce golf a été créé et le Racing Club de France en a pris La direction. la direction ou la possession en réalité en 1952, juste après la guerre, car il faut dire que pendant la guerre, L'occupation allemande. le golfe de Paris était occupé par les forces allemandes, c'était en fait devenu un terrain d'entraînement destiné aux chars de l'armée allemande. Donc, on peut penser que le terrain de golf a dû pâtir de tout ça. Donc il a fallu tout refaire et tout reconstruire, Jean-Franck. Le parcours de la vallée a été remodelé en 1952 parce qu'au niveau du golfe de la Boulie, dont nous avons 3 parcours, le parcours de la vallée, 18 trous. Exactement, le parcours de la forêt qui lui date de 1967 et nous avons également un 9 trous, donc 9 par 3 qui s'appelle le coteau. Voilà. Tout ça réparti sur notre site qui fait 106 hectares et nous abritons également à la Boulie la section hockey sur gazon. Voilà. Et nous avons également 7 cours de tennis. Alors, il y a, évidemment, quand on feuillette par exemple l'album des 100 ans, on voit qu'il y a tous les plus grands joueurs du monde sont venus jouer ici dans des compétitions. Il y a eu beaucoup d'Open de France, une vingtaine je crois. Et puis il y a eu Nicklaus, il y a eu Ballesteros, il y a eu Tiger Woods, gamin. Oui, effectivement, je me rappelle de Tiger Woods à la Boulie. D'abord, lorsqu'il est venu, il a découvert le parcours. Je l'ai suivi lors de ses parties d'entraînement. Il avait déjà à l'époque une certaine notoriété qui commençait on commence à dire ça va être un grand. C'était un nom dans le monde du golf. Ouais. Et je dois dire que c'était impressionnant car je me suis aperçu ce jour-là que notre parcours n'était plus à la dimension de sa puissance et de son talent. Car j'ai vu des coups de golf que je ne reverrai sans doute jamais sur le parcours de la Boulie, grâce à Tiger. Pourtant, il y a des très grands joueurs, français notamment. Oui. Écoutez, il y a déjà le plus célèbre d'entre eux, c'est Thomas Leveille. Il y a Thomas Leveille qui est un enfant du club, si j'ose dire, qui a été formé golfiquement au Racing, qui a fait toute sa carrière amateur au Racing Club de France, à la Boulie, avant de passer professionnel. Et qui a joué la Ryder Cup. Qui a joué la Ryder Cup, qui a gagné la Ryder Cup d'ailleurs avec l'équipe européenne. La vocation du Racing Club de France, c'est d'abord la détection des jeunes sportifs, la formation des jeunes sportifs, et après de les faire progresser jusqu'au jour où ils peuvent prendre leur envol pour des carrières sportives dans tout leur domaine. Évidemment, c'est un club privé, mais au fond, le public peut venir, s'il veut, enfin les gens qui jouent au golf peuvent venir jouer la semaine. C'est ouvert. Absolument. Vous pouvez jouer, donc les visiteurs peuvent venir jouer en green fee en semaine sans aucun problème. Le week-end étant réservé à nos membres. Est-ce que la Ryder Cup a déjà un impact parmi les membres, parmi les gens qui veulent jouer, ou est-ce que c'est encore un peu tôt ? Alors écoutez, déjà un impact, la Ryder Cup 2016 vient de se terminer. Oui, 2016, voilà. Vous parlez de 2018 qui Absolument, il faut inciter les gens à découvrir ce qu'est le golf, les valeurs qu'amène le golf. C'est un véritable, c'est plus qu'un sport, quoi, hein. C'est un mode de vie, c'est un sport qu'on peut pratiquer en famille, quel que soit l'âge. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir autour du golf. La Ryder Cup reste du très haut niveau. Alors bien évidemment, tous les initiés, ce sera un rendez-vous incontournable, mais je pense qu'il faut amener à ce que le plus de monde possible sache ce que ce sport. Ouais. Alors nous l'avons vu déjà cette année avec les Jeux Olympiques. Ouais. C'est un premier pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et il faut peut-être amener les enfants déjà depuis l'école. Moi, quand je faisais du sport très jeune, tout le monde jouait au handball. Voilà. Aujourd'hui, si le golf pouvait devenir le handball de l'époque, ça serait fantastique pour nous tous. Et bon, on va croiser les doigts. Merci infiniment Jean-Franck Bureau, merci infiniment Claude Rosner. Merci à vous. Et puis alors, longue vie à ce magnifique club. Merci bien. On va tout de suite retrouver le témoin de cette émission. C'est quelqu'un qui, après un très grave accident, s'est reconstruit grâce au golf. Il s'appelle Philippe François.
Philippe François, bonjour. Alors, je suis ravi de vous recevoir parce que c'est une expérience extraordinaire dont nous allons parler ensemble, qui est une expérience de reconstruction grâce au golf. Alors, tout commence par un événement terrible qui est un accident extrêmement grave qui vous est arrivé. Racontez-nous cet accident. Merci Patrice de m'accueillir pour cette interview. En effet, cet accident, c'est comme tous les accidents, des événements imprévisibles, des circonstances qui s'enchaînent et qui font que l'être qu'on était, qui avait un peu le sentiment d'invulnérabilité, du jour au lendemain, il est totalement détruit, il est totalement dans le coma, il est totalement avec des vertèbres brisées, il est transporté en hélicoptère depuis une piste de ski. C'était un accident de ski. Vous êtes un excellent skieur, hein. On le dit. Ouais. Non, on le dit, j'ai beaucoup de médailles, j'ai une coupe, j'ai gagné une coupe dans un championnat. Voilà, donc je me débrouille à ski, mais comme quoi, c'est pas parce qu'on pilote bien ses skis qu'on n'est pas à l'abri d'un événement. Il y a eu le coma. Il y a eu le coma, il y a eu les opérations, il y a eu les ostéosynthèses, et puis il y a eu surtout la découverte que la moelle épinière était abîmée, que des faisceaux dans la moelle épinière étaient lésés. Et ça s'est réveillé brusquement et ça a changé vraiment fondamentalement le cours de ma vie. Et donc, oui, c'est ça, vous vous retrouvez avec, vous quittiez un sportif, qui était, voilà, vous venez avec un corps qui ne répond plus à vos attentes. Voilà, un corps qui ne répond plus. J'avais démarré le golf. Alors, voilà. Vous aviez démarré quelques mois avant. Hein. Alors, j'avais démarré quelques mois avant, en septembre 2008, et l'accident a eu lieu en février 2009. Donc, je ne peux pas dire que j'ai fait beaucoup de golf dans mon histoire avant. Mais quand j'ai commencé à ressurgir et à revenir dans ce monde des humains... Alors c'est quand ça? Ça c'est très concrètement il y a 3-4 ans. 4 ans. C'est-à-dire combien de temps après l'accident? 4 ans. 4 ans après l'accident. 4 ans après l'accident. Ouais, 4 ans après l'accident. Pendant 4 ans, ça a été très dur, très difficile, très douloureux. Je me suis dit, la marche me fera du bien, le grand air... et puis, fonctionnellement, j'avais besoin de retrouver quelque chose. Et puis, j'ai un ami qui est médecin qui m'a dit « Mais Philippe, tu fais du golf et je vois que ça va mieux. Donc, essaye de réfléchir pourquoi ça va mieux. Pourquoi ça va mieux ?» Et effectivement, j'ai investigué le sujet. Je me suis rendu compte que des études avaient été produites sur les bienfaits du golf en matière fonctionnelle, en matière de santé. Et je me suis dit « Mais au fond, voilà quelque chose qui m'intéresse. Je suis le témoin en action, en marche, de quelque chose que je lis et que je fais. » Et ça, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Ça a été un challenge que je me suis donné, un projet passion qui s'est créé, de dire, le golf et la santé, il y a un lien, je vais l'explorer. Donc j'ai eu beaucoup de contacts sur ce sujet. Avec des médecins? Avec des médecins, notamment un laboratoire INSERM qui est basé à la faculté des sciences, la faculté de médecine à Montigny, donc sur l'agglomération de Saint-Quentin. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté sur votre connaissance du corps et peut-être sur le fait de moins souffrir, d'accepter peut-être parfois la souffrance? Alors la souffrance, la douleur, c'est effectivement... un des grands problèmes que j'ai, puisque je suis affecté par ce qu'on appelle les douleurs chroniques. Et le fait de s'engager dans une activité qui demande du temps, c'est-à-dire on marche pendant plusieurs heures. Il y a une nécessité d'un entraînement intense. Le golf, c'est un sport quand même relativement ingrat. L'apprentissage est dur et long pour un résultat qui parfois est aléatoire. Donc il faut accepter ces dimensions. Et le fait, à dose dépendante, de s'impliquer dans de l'entraînement, dans de la marche, dans des parcours, quand il fait froid, quand il pleut, alors qu'on sait qu'on va souffrir, ça constitue un remaniement du cortex qui fait qu'on est capable... Le cerveau change. Le cerveau se remanie. On parle des capacités inouïes du cerveau à se remanier, les neurones qui se reconstruisent, etc. Moi, je le vis en ce moment, je le sens. Et Pardon, mais très concrètement, il me semble que vous m'aviez raconté une fois que, par exemple, quand vous marchiez, vous aviez des brûlures à cause du frottement avec le pantalon. Oui, absolument. Ça s'appelle des allodinies médicalement, oui. Et alors, comment on surmonte? Vous avez surmonté ça? On le surmonte, c'est-à-dire qu'on apprend à gérer la situation de la douleur. On apprend
par ce que les médecins appellent l'habituation, c'est-à-dire la capacité au cortex de pouvoir intégrer une nouvelle somesthésie, en quelque sorte, de nouvelles sensations, à apprendre que son corps évolue. Alors ça prend beaucoup de temps, on peut l'apprivoiser. Et je me suis dit, j'ai deux solutions, soit je reste dans mon fauteuil chez moi et je l'apprivoise pas, soit j'y vais. Je vais l'apprivoiser, ça va être difficile, mais j'ai du résultat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de faire un parcours de 18 trous sans trop souffrir. Donc vous avez créé Alors j'ai créé Golf et Santé. Voilà, j'ai créé cette association Golf et Santé avec ce médecin américain qui est un ami pour la recherche médicale. C'est ça. Pour travailler sur la recherche médicale dans différents domaines en m'appuyant sur la question du mécénat, de telle façon qu'on puisse mesurer en quoi la pratique du golf apporte sur la santé un certain nombre d'indicateurs et montre que le golf a des vertus en matière immunitaire, en matière cardiovasculaire, en matière fonctionnelle. Donc il y a des recherches qui sont faites. Donc il y a des recherches qui ont été faites à l'étranger. Ouais. Je ne vois pas pourquoi on les ferait pas. Ouais. On les ferait pas chez nous. Ouais. Bon, et donc je me suis. On a les chercheurs, on a les golfeurs. Donc on a les chercheurs, on a les golfeurs. Il faut simplement les faire fructifier, les faire mettre ensemble. Il y a un travail d'assemblage. C'est la mission que je me suis donnée. Merci beaucoup, Philippe François. Merci, Patrice. Il fait pas toujours beau, même quand on joue au golf. Alors, comment jouer quand le temps n'est pas avec vous? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Sébastien Russier. C'est le moment de notre partie technique. On va parler du matériel et comment jouer quand il fait froid, quand on est déjà au mois de novembre, arrive la fin de l'année. C'est pas la période préférée peut-être pour les golfeurs, mais Sébastien Russier, on peut jouer toute l'année quand même. Oui, tout à fait. Dans les îles Britanniques, on joue toute l'année. Pourtant, le climat est un peu moins clément qu'ici et ça pose absolument aucun problème. Voilà, il faut simplement s'équiper convenablement. Voilà, alors c'est de ça qu'on va parler. Comment s'équiper? Alors moi, j'ai mis déjà un pull qui est fait pour ça, Alors c'est ce qu'on appelle un windstopper, donc c'est un pull en laine avec une membrane à l'intérieur qui évite au vent de passer. Voilà. Donc coupe le vent, on est bien. C'est un coupe-vent, on est très bien à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est une des choses qu'on peut avoir. Il faut essayer de porter également des vêtements assez près du corps. Oui. Voilà, oui. Il faut éviter d'avoir des choses trop amples, plutôt assez près du corps et ne vous gênant pas dans vos amplitudes. Donc quand on investit, faut vérifier qu'on ne soit pas gêné quand on fait son swing. Déjà, c'est une des premières choses. Ensuite, pour l'hiver, on a besoin d'éléments incontournables tels que des chaussures étanches. Voilà, il y a des modèles été, hiver, donc il faut plutôt opter pour des modèles hiver plutôt Gore-Tex quand même pour être sûr que ça passe pas. Voilà, que ça passe pas. Et également une bonne tenue de pluie. Une bonne tenue de pluie, alors comme ce que je porte sur moi. Voilà, donc qui comprend un bas et un haut de pluie, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, chose avec laquelle on n'est pas du tout gêné pour jouer et qui est en Gore-Tex. Donc vous passez 5 heures sous la pluie en restant au sec. En restant au sec, c'est chaud et ça ne laisse pas passer la pluie, quoi. Et ça laisse ni passer la pluie, ni le vent. Il vaut mieux investir dans un produit de qualité, quitte à mettre un petit peu plus cher, mais ça va permettre de le conserver beaucoup plus longtemps en fait, et il résistera beaucoup mieux. Voilà. Alors après le sac, il y a le parapluie évidemment. Il y a évidemment le parapluie, il y a également le bonnet important, parce que l'endroit où on perd le plus de chaleur, c'est par la tête en fait, donc il faut bien penser à se couvrir. Oui, il y a la tête et les pieds. Exactement, donc faut y penser, voilà, avec un petit bonnet. On peut également avoir des gants d'hiver. Il faut prendre plusieurs gants quand il pleut. Alors quand il pleut, moi ce que je fais, c'est que j'en prends plusieurs. Donc j'ai besoin d'avoir 2-3 paires de gants au cas où il y a un peu d'humidité qui rentre. Voilà, parce que quand on va prendre le club et qu'on va taper notre coup, comme on n'a pas le droit d'être abrité par un parapluie dans les règles de golf, forcément on va prendre un petit peu d'eau. Il va s'humidifier progressivement. Donc ce que je fais en général, c'est que j'ai donc un cover bag, comme vous pouvez le voir sur mon sac. Donc c'est cette housse qu'on va positionner sur le dessus du sac avec des fermetures éclairs. C'est assez pratique parce que vous sortez votre club, vous le prenez, vous jouez votre coup et vous renfermez votre sac. C'est complètement étanche, donc ça ne laisse pas passer l'eau. Donc vos gants ne seront pas mouillés, enfin tout ce qui est dans votre sac sera pas mouillé, quoi. Exactement. Très bien, donc voilà, faut s'équiper. Et puis j'ai même ça, si on a très très froid, si on est frileux. Alors cas de froid extrême, c'est pas mal. On peut moufle. Regardez le gant pour taper dessous, on n'est pas obligé de l'enlever. On met les moufles. Ça s'accroche même au... Ouais, et en fait on peut carrément l'accrocher comme ceci. Voilà, on le met dessus. Dès qu'on enlève la main du chariot, regardez ça. On tape son coup, on met les mains dedans. Voilà. Ça donne encore un peu plus de confort en hiver. Donc on peut jouer par tous les temps à condition d'être bien équipé. Tout à fait. En gros, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup Sébastien Russier. Je vous en prie.
Ce mois-ci, pour notre rubrique L'astuce de champion, nous accueillons une championne française, Gladys Nocera. Bonjour Gladys. Bonjour Patrice. Cette balle Gladys, elle a l'air toute simple, elle est près du green, chip en montée, mais systématiquement, c'est une approche à gratte. C'est vrai que souvent on a tendance à gratter ce coup. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment de regarder la quantité d'herbe qu'il y a. Là, j'en ai pas trop, mais j'en ai beaucoup derrière la balle. Il faudra que je fasse attention de ne pas décélérer au moment de l'impact et surtout de ne pas la prendre en cuillère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer un petit peu à gauche, garder les mains très solides à l'impact et accélérer dans la balle. Bon, ben parfait, les données. Ouais, c'est bien. Alors, en résumé. En résumé, surtout bien regarder comment est placée la balle dans le rough. Et le rough oblige à garder les mains très solides à l'impact. Garder une face de club ouverte au maximum. Et ne surtout pas essayer de la prendre en cuillère, puisque de toute manière, le sandwich est créé pour faire voler la balle. C'est pour ça que vous avez choisi un sandwich. Voilà, donc moi, typiquement, c'est le genre de chip que je joue pour rentrer. Parce que c'est des chips finalement qui sont relativement simples, à condition de garder les mains solides et d'accélérer dans la balle. Bon ben pour cette année, je vous souhaite à tous de plus faire de gratte et à toi Gladys d'emboîter un paquet. D'emboîter un maximum. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Par 78.